Il est tard dimanche soir lorsque Raila Odinga, le chef de l'opposition kenyane, fait une annonce à ses partisans. Au vu de ce qui a précédé, nous abandonnons nos manifestations pour lundi, c'est-à-dire demain, le 3 avril 2023. Après 2 semaines de manifestations violentes dans les rues, les lundis et les jeudis du pays, le leader de l'opposition kenyane, Raila Odinga, a appelé dimanche à annuler les mouvements de protestation prévus pour ce lundi. L'annonce de Raila survient notamment après un appel au calme lancé plus tôt dans la soirée de dimanche par le chef de l'État, William Ruto, en personne. J'invite mon frère Raila Odinga et l'opposition à mettre fin aux manifestations et à donner à l'approche bipartisane une chance de faire avancer le pays. L'annulation des manifestations de lundi par Raila Odinga n'est pas que le résultat d'une demande du président Ruto. Le chef d'opposition aurait rencontré et écouté un groupe diversifié de Kenyans, y compris des chefs religieux de toutes les confessions, au sujet de la crise à laquelle le Kenya est confronté aujourd'hui. Ces derniers lui auraient demandé de participer à un dialogue avec le gouvernement. Toutefois, Odinga pose des conditions. Mais en faisant cela, nous voulons souligner que les droits de se rassembler, de manifester, protester et s'exprimer sont imprescriptibles comme le prévoit notre Constitution. Nous nous réservons donc le droit d'appeler à des manifestations si ce processus ne porte pas ses fruits. Et en l'absence d'engagement significatif ou de réponse de Ruto à notre contre-offre, nous déciderons de reprendre nos manifestations au bout d'une semaine. L'opposant dit attendre des réponses concrètes de William Ruto sur la question du pouvoir d'achat, au minimum, dit-il, le rétablissement d'une série d'aides et de subventions qui étaient en place avant sa prise de fonction. Raila Odinga continue également d'affirmer que la victoire à la présidentielle lui aurait été volée. Mais sur ce point, William Ruto n'a laissé aucune porte ouverte. Pour lui, le verdict de la Cour suprême a déjà mis fin au débat. Avec 99,8% des voix, le président du Rwanda, Paul Kagame, a été réélu à la tête du parti au pouvoir. L'élection s'est tenue ce week-end à l'occasion du 35e congrès du Front patriotique rwandais. Une victoire saluée par ses partisans. Je suis très satisfait des élections, comment c'est passé, le résultat, surtout la réélection du président de la République et président du FPR, Paul Kagame, qui a été réélu à une très grande majorité, à 99,8%. C'est une très grande joie de savoir que nous avons un leader pour notre parti qui va nous diriger encore dans la prochaine mandature. Cette réélection intervient à quelques mois de la présidentielle prévue en août 2024 au Rwanda. Élection pour laquelle Paul Kagame ne s'est toujours pas exprimé. Le Front patriotique rwandais, lui, milite pour une candidature de l'actuel chef de l'État au pouvoir depuis 23 ans. J'espère qu'il va revenir pour le mandat prochain. En tout cas, c'est le souhait de beaucoup de Rwandais. Et voilà, on espère que ça va se passer comme ça. J'ajouterais aussi que c'est apparemment le souhait aussi de beaucoup d'Africains, parce que nous avons reçu des délégations d'autres pays d'Afrique. Une première dans l'histoire de cette formation politique, la désignation d'une femme à la vice-présidence. Le poste a été attribué à Consolé Uwimana en remplacement de Christophe Bazivamo, qui occupait la même fonction depuis plus de 2 décennies. Du renfort en plus en RDC. Dimanche, un premier groupe de soldats de l'armée sud-soudanaise est arrivé à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Au total, ils sont 45 hommes dans ce premier contingent déployé dans le cadre de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. Cette organisation, créée au mois de juin dernier, a pour objectif de contribuer à ramener la paix dans l'est de la RDC, en proie aux violences de dizaines de groupes armés et rébellions depuis près de 30 ans. Sa cible s'est resserrée pour se focaliser sur les zones d'opération des rebelles du M23 au nord et au nord-ouest de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Après les Kenyans, les Burundais et les soldats ougandais, les soldats sud-soudanais sont d'ores et déjà prêts pour mener des opérations dans le Nord Kivu et remplir leur but principal, obtenir un retrait programmé de la rébellion. Vendredi, le commandant kényan de la force de l'EAC, le général Jeff Nyaga, expliquait que le retrait prévu du M23 serait séquentiel, alors que, selon des témoins, les rebelles sont encore dans certaines zones, comme à Bunagana,
Cet important carrefour commercial, à la frontière ougandaise, avait été la première prise rebelle importante et était tombé aux mains du M23 le 13 juin 2022. Reporters sans frontières publie ce lundi un rapport bien sombre sur la situation de la presse dans la bande sahélienne qui traverse l'Afrique d'ouest en est et qui risque de devenir la plus grande zone de non-information en Afrique. Selon l'ONG, la dégradation constante des conditions de travail des journalistes locaux et internationaux dans la région depuis plus de 10 ans est due à la violence des groupes armés d'une part et aux restrictions, pressions, suspensions de médias et expulsions de correspondants étrangers par les autorités d'autre part, comme dernièrement la suspension des médias français France 24 et RFI au Mali et au Burkina, des interdictions qui répercutent forcément la liberté de la presse locale. Avec ce couperet qui est tombé sur France 24, c'est un coup de semonce aussi pour la presse locale, pour la presse nationale, qui doit faire un peu gaffe parce qu'en lame de fond, ça repose comment traiter l'information en temps de guerre. RSF mentionne également la détérioration de la situation financière des médias et l'explosion de la désinformation avec notamment les réseaux sociaux et des influences étrangères qui organisent des campagnes de désinformation, comme les forces Wagner, milices paramilitaires russes qui n'ont qu'un but. Pour ce qui est de Wagner, c'est un groupe de mercenaires criminels, c'est ainsi qu'il est objectivement qualifié, qui est l'assurance vie des régimes défaillants ou des putschistes, et d'avoir des comportements de prédation sur les mines, les ressources premières, voire de violence sur les populations. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe encore quelques raisons d'espérer, telles que la mise en place d'une copie miroir des sites de RFI et France 24 pour continuer à y accéder, ainsi que la création de diverses méthodes de collecte d'informations, de partenariats entre médias et surtout l'amélioration des pratiques de vérification des faits et des sources. Le Mozambique n'est pas épargné. Quelques semaines après le cyclone Freddy qui a ravagé 132 000 maisons, le pays connaît un regain de l'épidémie de choléra. La pire depuis plus d'une décennie, selon l'OMS. Depuis le début de l'épidémie, nous l'avons vu depuis hier, nous avons 47 districts et 8 provinces du pays, ce qui correspond à un total de 40% de tous les districts du pays. Et l'épidémie continue de s'étendre géographiquement. La semaine dernière seulement, 5 nouveaux districts ont signalé des cas. En quelques semaines, Freddy a frappé 2 fois le pays, tuant sur son passage 73 personnes au Mozambique. Conséquence, les inondations causées par le cyclone, aggravées par l'interruption des services d'approvisionnement en eau, ont entraîné une accélération rapide du nombre de cas de choléra. C'est le cas de la ville portuaire de Quelimane. À Quelimane, qui est la ville qui a été la plus touchée par Freddy, avec un glissement de terrain, le deuxième en 14 jours, sans eau ni électricité. Au cours des dernières 24 heures, 132 personnes ont été admises dans les centres de traitement du choléra et 350 personnes ont reçu des soins ambulatoires. Une première campagne de vaccination contre le choléra a eu lieu fin février dans 4 provinces, ciblant plus de 715 000 personnes. Mais le risque de voir s'étendre l'épidémie de choléra n'est pas le seul. Dans les prochaines semaines, le nombre de cas de paludisme augmentera drastiquement et les taux de malnutrition, déjà très élevés, augmenteront. Le changement climatique n'est pas un problème futur au Mozambique, c'est ici et maintenant. Le coup d'envoi d'une deuxième campagne a été lancé jeudi dernier à Quelimane et visait 410 000 personnes. D'autres sont prévus dans les provinces de Manica et Sofala. Au total, plus de 1,35 million de personnes sont ciblées par ces campagnes. Au Burundi, au moins 13 orpailleurs ont trouvé la mort dans l'inondation d'une mine d'or dans l'ouest du pays vendredi. Les corps de 13 orpailleurs ont été retrouvés dans 2 puits où ils avaient été piégés par les eaux des crues de la rivière Rogogo. Le drame est survenu à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la localité. 2 autres orpailleurs sont portés disparus. Des opérations de pompage de l'eau sont en cours pour tenter de récupérer d'éventuels rescapés. Ce drame relance le débat de la réglementation de l'exploitation des mines d'or dans le pays. Mardi, la Finlande deviendra le 31e membre de l'OTAN. Cette annonce a été faite ce lundi par le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, Jens Stoltenberg.
Le drapeau finlandais sera hissé mardi, en milieu d'après-midi, au siège de l'Alliance, à Bruxelles. Il s'agit d'une journée historique qui vient clôturer le processus d'adhésion le plus rapide de l'histoire récente de l'Alliance. La Finlande est déjà très intégrée au sein de l'OTAN avec le statut de pays invité. Avec l'invasion russe, le pays a décidé de tourner la page de sa politique de non-alignement militaire en vigueur depuis les années 1990. Moscou a accusé lundi l'Ukraine et des agents de l'opposant russe emprisonné Alexei Navalny d'avoir orchestré l'attentat dans lequel a été tué un blogueur partisan de l'offensive de la Russie contre son voisin. Les enquêteurs ont également annoncé l'arrestation d'une jeune femme, Daria Trepova, 26 ans. Ils ont diffusé une vidéo dans laquelle elle admet avoir amené une statuette piégée dont l'explosion a provoqué la mort du blogueur Maxime Fominé, connu sous le pseudonyme de Vladlen Tatarski. Daria Trepova refuse de dire pour l'instant la provenance de la bombe et ses liens avec l'organisation d'Alexei Navalny, selon Moscou. Dimanche, le blogueur Maxime Fominé, 40 ans, originaire du Donbass, une région orientale ukrainienne au cœur du conflit entre la Russie et l'Ukraine, avait été tué dans un café de Saint-Pétersbourg où il s'exprimait à l'occasion d'une conférence d'une organisation baptisée CyberZ Front, favorable à l'opération des forces russes en Ukraine. Les prix du pétrole ont connu une forte augmentation après l'annonce par plusieurs pays exportateurs d'une importante baisse de la production à partir du mois de mai et ce jusqu'à la fin de l'année, une baisse d'environ 1 million de barils par jour. Cette baisse coordonnée entre plusieurs pays de l'OPEP et non membres est présentée comme une mesure de précaution pour stabiliser le marché et soutenir les prix du pétrole qui avaient atteint au mois de mars leur plus bas niveau depuis 2 ans. Une nouvelle baisse qui aurait obligatoirement eu des conséquences économiques, sociales et politiques. Ça fiche la panique, surtout pour les professionnels, je crois. C'est là où, bon, nous, à la limite, tant pis, mais les professionnels... Cette baisse de la production est la plus importante depuis octobre dernier où les membres de l'OPEP avaient déjà décidé de réduire leur production de 2 millions de barils par jour pour soutenir les prix, mais dans un contexte tout autre, celui de la pandémie de Covid-19. Nous avons un message à transmettre au monde entier, un message d'engagement, un message de modération, mais aussi un message de prudence. Il faut être proactif. C'est ce que nous avons fait et grâce à ce principe simple, nous avons pu maintenir un marché pétrolier durable. Aujourd'hui, cette baisse se vit sur fond d'inflation galopante, d'incertitudes géopolitiques et de crise environnementale. Des motifs suffisants pour de nombreux acteurs du marché qui considèrent cette action comme responsable et préventive afin de soutenir la stabilité du marché pétrolier face à une période d'incertitude. Beignets à base de sorgho, de mil, beignets à la farine de blé. Les fidèles musulmans en raffolent durant cette période de Ramadan. On peut venir comme ça, c'était le beignets pour la famille, à la maison. C'est après le casser le jeûne, on comprend avec la bouillie qui chauffe un peu. Une aubaine pour ces adolescents issus de familles pauvres qui doivent préparer la célébration de l'Aïd el-Fitr. Alors, ces petits commerçants envahissent les alentours des mosquées les plus fréquentées de la capitale pour avoir le maximum de clients. C'est le mois qu'on récolte d'argent pour nous acheter des choses, des habits, et les chaussures et pour nous apprêter pour la fête, non, pour payer les choses à manger, pour partager aux gens. Ils ne sont pas les seuls à être à l'assaut des acheteurs. Il y a aussi des couturiers. Ibrahim vient de s'installer dans cet atelier de fortune. En ce mois béni, il espère accroître son chiffre d'affaires. Couture, je fais dans la broderie, couture hommes et femmes miss. Donc broderie moderne, monde arabe, donc les choses qui sont maintenant à la mode, les jeunes et les vieux aussi. Durant ces premiers jours du mois de Ramadan, l'activité économique est encore au ralenti. Chez plusieurs couturiers, ce n'est pas la grande affluence. Pour le moment, on attend les clients, ceux qui vont venir. Il y a les derniers clients, à la dernière minute, la veille de la fête, les gens bousculent. Même le jour de la fête, mais moi comme je ne peux pas quand même rester jusqu'au jour de la fête parce qu'il faut aller à la mosquée. Donc je veille jusqu'à une certaine 4h, 5h, je rentre à la maison. À quelques jours de la célébration de l'Aïd el-Fitr, les ateliers de couture et broderie seront débordés de commandes. Les commerçants videront leurs réserves, mais avant, il faudra faire preuve d'endurance.